Donc, bonjour Benny, nous sommes avec Benny Agenzinsu, 37 ans Ouais, alias Baz, de père ouais, béninois et de mère française. Vous avez grandi à Stalingrad et dans le 19e arrondissement de Paris. Étant ouais. passionné de livres, de politique et d'art pictural, vous avez décidé de devenir artiste peintre. Vous êtes donc un artiste pluridisciplinaire. J'ai lu votre recueil de poésie en vers libre, Ouais. Intersection, que j'ai beaucoup Mhm. apprécié et du coup j'ai énormément de questions à vous poser. Avez-vous confiance aux hommes? Alors, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que c'est pas vraiment une relation de confiance ou de non-confiance, surtout une relation de savoir jusqu'où on est capable d'agir sur notre être au monde et donc sur le monde qui nous façonne et que l'on façonne. Et jusqu'où on est capable de faire ça, c'est ce que je travaille justement dans le virtualisme autour de la subjectivité à l'heure des progrès technologiques et du capitalisme mondial. Donc si j'ai confiance aux hommes, je dirais plutôt que par rapport au pouvoir des hommes, quelle relation les pouvoirs ont avec les populations qui, subjectivement, vont être plus ou moins au courant de ce qui se passe historiquement dans le pouvoir et dans la nature, c'est-à-dire les écosystèmes qui nous environnent et qui nous nourrissent. Ouais. D'accord. Bah, du coup, c'est une autre question un peu plus basée sur le livre. Le virtuel a-t-il des répercussions sur le réel, par exemple les sensations? Alors le virtuel, comment j'ai appelé le virtuel? Pourquoi j'ai appelé le virtuel? Alors il faut savoir que je travaille sur la subjectivité humaine à l'heure des progrès technologiques et du capitalisme mondial. Et donc ce que j'ai appelé de virtuel, c'est le fait qu'avec l'histoire et l'héritage historique, culturel et interculturel, c'est-à-dire culturel dans toutes les facettes culturelles de l'homme, elle s'est additionnée, elle s'est superposée avec le temps et on arrive à une époque historique où on a à travers les livres et à travers les bonnes sources d'informations, on arrive même sans ça, on arrive à une super subjectivité. Ça veut dire qu'on a une subjectivité qui est beaucoup plus développée que celle qu'avaient avant les individus sur le monde et sur le savoir. Et quand on va à l'université, le grand panel qui est offert, et même au niveau des formations professionnelles, il y a une grande diversité. Donc j'ai appelé ça une super subjectivité. Et vu que cette super subjectivité, elle ne peut pas se libérer du pouvoir du capitalisme mondial lié aux multinationales, elle s'exprime à travers des sphères virtuelles, c'est-à-dire des sphères qui n'ont pas une influence sur l'évolution matérialiste et l'évolution historique du pouvoir et donc de toutes les populations du monde. Donc j'appelle virtuel par rapport aux progrès technologiques qui permettent à la super subjectivité de s'exprimer dans des réseaux, mais qui ne permettent pas de la pratiquer. Par exemple, Albert Camus, tu peux le lire, mais tu ne peux pas le pratiquer. Du coup, pourquoi avez-vous rédigé Intersection? Aviez-vous un objectif clair quand vous l'aviez fait? Alors, intersection, c'est une forme de subjectivité, puisque au début de Gilles Châtelet, il est marqué deux droites qui se croisent forment à leur intersection un point qui n'existe que par elles. Et donc, d'un point de vue de la sublimation, j'ai voulu travailler sur le phénomène de la rencontre importante qui fait qu'on peut dire intersection. Ça veut dire intersection, c'est le moment où il y a un point de rencontre si fort qu'elle a une influence sur notre devenir. Donc, et c'est à ce moment-là qu'il y a un développement poétique pour rendre hommage à cette rencontre, à cette intersection qui est aussi forte du point de vue du poète que du point de vue de la personne qui provoque le poème. Donc l'intersection, c'est un point central ou un point lambda? C'est un point d'étude sur la subjectivité humaine et la super subjectivité humaine à l'heure du capitalisme mondial et des progrès technologiques. C'est une facette de la subjectivité humaine. Et pourquoi vous utilisez beaucoup d'adjectifs de sentiments dans Ursule? Alors Ursule, il faut savoir que
c'est un nom emprunté en fait à ma tante qui est psychotique et qui trouvait que les personnes noires lui noircissaient le visage. Et il faut savoir que ma tante, elle s'habille d'une façon assez particulière. Et il est très possible qu'il y ait des noirs dans la rue de Paris, par exemple, qui la regardent bizarrement. Et vu qu'elle est psychotique, elle pense qu'il lui noircissent le visage. Et elle est chrétienne en même temps catholique et elle dit qu'elle aime les hommes blonds, par exemple. Elle rentre dans des délires psychotiques imaginaires que j'ai tenté de décrypter par rapport à la façon dont le christianisme emprunte esthétiquement l'histoire du Christ à travers la couleur de peau et à travers, par exemple, la blancheur, tout ce qui est blanc, ça veut dire le pagne blanc, les anges qui sont blancs, blonds, et donc j'ai expliqué la paranoïa de ma tante à travers Ursule, cette intersection. Ça m'intéressait de voir, elle aussi pour se faire considérer à travers le christianisme, comment elle composait son délire subjectif paranoïaque par rapport à cette conceptualisation qu'on lui noircit le visage et qu'elle aime les blancs, quoi. Pour chacun des titres, pouvez-vous expliquer un peu ce que ça signifie, chaque titre des poèmes? Alors les poèmes, Tu ce viens que de... ça signifie, ça signifie vraiment ce que je cherche à dire ou à exprimer. Par exemple, Goliath, c'était un ami à moi qui était punk. Toi, Goliath, c'était un ami à moi qui était punk et qui était très expressionniste dans sa façon de se comporter dans ses transes psychédéliques. Et Goliath, c'était une façon d'exprimer, par exemple, ce que je ressentais quand j'étais en intersection avec lui. Donc faut dire que les titres Ursule, c'est une façon aussi dans la sonorité, c'était une façon d'assombrir le tableau de ce qui arrivait à ma tante. Alors les yeux d'or, ce qui m'intéresse dans les yeux d'or, c'est il y a le dormir et il y a le d'or, c'est-à-dire l'or de la valeur ultime à travers les banques. Et donc les yeux d'or, ce qui m'intéressait dedans, c'était que c'était la personne qui arrivait à me décrypter le mieux que toutes les autres. La personne les yeux d'or, c'est un ami à moi ça a été la seule personne qui m'a décrypté de la façon la plus fidèle, dont la façon dont moi je me décris. Donc c'est pour rendre hommage aux personnes qui sont compréhensives envers autrui et envers la diversité des autrui. Qu'est-ce que cela ça vous a fait? Quel sentiment vous avez eu? Bah, de les relire. Oui. Bah, ce que ça me fait, c'est je vois l'évolution entre cette époque qui était avant 2012 et je vois le travail qui a été effectué, où on a accès sur mon site. Je vois le travail poétique et le travail de recherche. Je vois l'évolution, quoi. Donc ça me fait de voir l'évolution et aussi de voir que c'était quand même de la qualité, quoi. Vous utilisez beaucoup d'ironie à la page 45, dansant dans les flammes acides de l'indifférence. Et vous utilisez aussi beaucoup de figures de style. Par exemple, il y a beaucoup d'anaphores. Aussi à la page 45, beau comme un cadavre, beau comme un camé, oublié par la vie dans vos poèmes. Mais pourquoi vous utilisez cela du coup et comment l'interpréter? C'est toujours beau de voir, une fois j'ai dit, pourquoi faut-il que seule la souffrance soit belle? Donc qu'est-ce qui se passe dans le fait que c'est la souffrance qui appelle au changement dans une société et qui appelle à guérir une société des productions de la souffrance. Donc pour moi, la beauté, c'est vrai que c'est toujours des personnes qui subissent des injustices et qui les subissent même des fois quotidiennement sans pouvoir y avoir une influence. Mais je trouve ça beau parce que c'est souvent les objets
ou les sujets qui permettent de lancer un débat public sur l'état de nos sociétés. Comment réécririez-vous Intersection aujourd'hui et qu'est-ce que vous aurez changé ou sinon vous aurez peut-être que vous en aurez rien changé. J'aurais rien changé, par contre, j'aurais fait mon esthétique littéraire telle qu'elle existe aujourd'hui, et j'aurais travaillé sur d'autres intersections, c'est-à-dire les nouvelles rencontres que j'ai fait avec le temps, quoi. Et vos œuvres, elles ont un lien avec vos origines, votre habitation? Alors pour mes origines, ce que je peux dire sur mes origines, c'est que ça m'a aidé peut-être dans le phénomène d'être plus ou moins accepté et plus ou moins ouvert à d'autres façons, d'autres codifications de la subjectivité, c'est-à-dire chez ma mère qui est blanche, ça va être plutôt des codifications liées à sa culture blanche, alors que chez mon père, ça va être lié à la codification plutôt africaine, et donc ça m'ouvre du coup au fait que selon les codifications, la subjectivité est différente, donc ça m'ouvre un outil, mes origines, pour travailler la subjectivité, la supersubjectivité, à l'heure de ce que j'appelle le virtualisme. Quelle est la place de la femme dans vos œuvres d'art et dans vos vies? La femme, j'ai eu plusieurs relations, mais jamais des relations constructives. Mais du coup, quelle image avez-vous de la société? Alors si on parle de la société d'un point de vue du pouvoir, j'ai une image très négative, c'est-à-dire je trouve que le pouvoir fait pas ce qu'il a à faire. Pourquoi? Le pouvoir dans tous les pays du monde, hein, et Peut-être sinon, faut si pas je parle généraliser, d'un peut-être, parce point de vue que de l'État, hein, peut-être qu'il faut pas généraliser, parce que il y a certains oui, tu pays ne peux pas généraliser. et Là, quand ça je marche dis le bien. pouvoir, c'est le pouvoir, hein. Mhm. Le pouvoir, quelle influence a le pouvoir sur l'histoire moderne, contemporaine? C'est une question qui peut se poser, mais Parce que sans pouvoir, il y a pas, on n'aurait pas il y aurait pas de structure dans un pays en tout cas. selon mes études, il est tout à fait possible de faire des structures démocratiques où le pouvoir est au service vraiment de ces populations interculturelles et au service des relations interculturelles par les populations et par le pouvoir. Mais le pouvoir actuel tel que je le vois, c'est un pouvoir qui pose pas de questions aux populations. C'est vrai. Et sinon, s'il y a société d'un point de vue les êtres humains, ce serait toujours dans le côté virtuel que j'ai un ami lui-même qui m'a dit que Facebook, ça lui permettait de prendre des nouvelles de ses potes sans les voir directement, c'est-à-dire physiquement, et que c'était un truc positif et en même temps négatif. Donc voilà, c'est dans la société, je dirais plutôt la société sans la question du pouvoir, c'est une question où la virtualité prend beaucoup de pouvoir également.